En direct d'Hong Kong. Nous recevons Anne Genetet, ancienne ministre de l'Éducation nationale de septembre à décembre 2024, aujourd'hui à nouveau députée de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Ensemble, nous allons revenir sur son action au ministère et l'impact sur les Français en général et de l'étranger en particulier. Anne Genetet, bonjour. Bonjour. Vous avez mentionné dès votre prise de fonction comme ministre que l'école de la République franchira une étape historique en 2025, avec notamment la publication du programme EVARS, Espace Vie affective, relationnelle et sexuelle. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme et son importance? Alors, c'est l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. La nuance est importante. C'est un programme très important parce que d'abord, il n'y avait pas de programme, alors que ça fait partie du Code de l'éducation, et que nos jeunes, actuellement, faute d'informations cadrées, calibrées, faute parfois d'informations suffisantes, même en famille, on sait que des études ont démontré que seuls 15% des familles abordent les sujets de la sexualité et encore souvent uniquement sous l'angle de la transmission des infections sexuellement transmissibles. Donc, il était très important de pouvoir avoir ce support pour les jeunes, pour nos élèves, mais aussi pour les professeurs, car parfois ils se trouvent avec des questions, ils sont bien démunis pour pouvoir y répondre. Ce programme vise en premier degré, en maternelle et élémentaire, à parler de la vie affective et relationnelle. Rien d'autre. La sexualité n'est abordée qu'au collège et au lycée, même si on sait que certains sont déjà fort bien informés extrêmement jeunes. Et justement, si on se pose la question pourquoi certains sont informés aussi jeunes, de quelle manière le sont-ils? Ils sont informés essentiellement par les sites pornographiques. On sait qu'un garçon sur trois avant l'âge de 11 ans a consulté les sites pornographiques. On sait que le nombre de connexions à des sites pornographiques par des enfants mineurs en France, je crois que c'est 12 millions par mois. Or, on sait que dans ces images-là, les images sont infiniment dégradantes, ne reflètent pas la réalité de ce que doit être une vie affective, de ce que doit être une vie relationnelle. Et donc, il faut pouvoir apporter à nos jeunes des réponses beaucoup plus mesurées qui correspondent plus à ce qu'est la réalité d'une vie affective et d'une vie relationnelle. Dire aussi que sur la vie relationnelle, c'est par exemple apprendre à se respecter, à respecter les autres, à respecter son corps, à savoir dire non. On sait que dans les classes, entre 2 et 3 jeunes par classe en France sont victimes de sévices sexuels. Et donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un, souvent un adulte, s'est approché d'eux, a essayé de ou à toucher leur corps, leurs parties intimes, sans que le jeune ait peut-être compris ce qu'il se passait ou était en capacité de dire non. Donc c'est très important, ce programme apprend à dire non dès le plus jeune âge. On n'a pas besoin de parler de sexualité pour apprendre à dire non quand on est tout petit. J'ai repris ce programme entièrement sans en changer le fond, mais en changeant la forme, car la forme pêchait. Par certains endroits, elle était ou trop complexe, ou oubliait de citer qu'il fallait aussi s'appuyer sur des documents scientifiques. Et puis, en parcourant ce programme, je me suis aperçue, par exemple, que la définition de la relation sexuelle n'y était pas. Nulle part. Alors même qu'en cinquième, on fait un programme de vaccination contre l'infection à papillomavirus qui se transmettent par les relations sexuelles et que nos jeunes de cinquième qui sont vaccinés, à qui on demande pendant cette séquence, au fait, sais-tu comment cette maladie se transmet? Et tous répondent par les relations sexuelles. Et donc j'ai repris ce programme en disant, attention, je veux être sûr qu'en classe de cinquième, ils sont bien au courant de ce qu'est une relation sexuelle. Et là, curieusement, eh bien non, pas du tout. Ils sont informés par d'autres moyens, mais il y a aussi le programme de sciences de la vie et de la terre et de technologie dans lequel le sujet est abordé. Ce programme n'apprend pas la sexualité, il apprend la relation à l'autre, il apprend à dire non, il apprend l'égalité femmes-hommes. Et puis beaucoup plus tard, dans les plus grandes classes, il aborde la notion d'infection sexuellement transmissible, de la manière dont on construit ses relations affectives. Il apprend également, alors beaucoup plus tard en classe de première, le sujet a été évoqué, notamment dans les fausses informations. Il apprend à se respecter pour ce qu'on est. Tout petit, il parle des stéréotypes de genre, ne pas critiquer quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'il fait, mais on prend les gens comme ils sont. C'est très important et les jeunes doivent l'apprendre dès le plus jeune âge. Donc c'est toutes ces notions qui sont abordées. Vous savez, j'ai rencontré des professeurs en collège qui m'ont fait la confession suivante. Vous savez, nous avons des élèves qui parfois ne savent plus lire sur nos visages nos émotions. C'est quand on leur donne une consigne, aussi simple que en début de cours, sortez vos affaires, ils ne savent pas lire notre émotion sur le visage et parfois ils comprennent mal, ils peuvent prendre pour de l'agressivité, ce qui n'en était absolument pas. Et donc il est nécessaire dès le plus jeune âge d'apprendre là aussi à lire les émotions sur un visage. C'est ça que contient ce programme aussi. Dès votre prise de fonction également, vous avez défini trois priorités: élever le niveau de tous les élèves, rétablir l'ordre dans les écoles et remettre de l'humain à tous les étages de l'éducation nationale. Pourquoi ces priorités sont-elles cruciales selon vous?
Alors, la première, c'est que le niveau de nos élèves, nous le savons, hein. Les études l'ont prouvé, que ce soit nos propres évaluations, nous voyons bien que le niveau est insuffisant, que par exemple en classe de sixième, la maîtrise de la lecture est très insuffisante pour 20% de nos élèves, ce qui est considérable. Et nous savons également par des comparaisons internationales où la France n'a pas de résultats très glorieux. Donc nous savons que le niveau est faible et qu'en particulier, notamment dans les raisons de ce faible niveau, nous avons un trop faible niveau d'exigence. L'exigence, ça veut dire que lorsqu'un élève copie une leçon, qu'elle soit une leçon d'histoire, de maths ou peu importe, la leçon doit être écrite en français sans faute, par exemple. Or, on sait que parfois cette exigence n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, il faut pouvoir remettre de l'exigence à tous les niveaux. Le niveau est trop faible. Nous avons besoin, pour construire notre pays, les jeunes, c'est l'avenir, de gens qui sont très bien formés. Et être très bien formé, ça veut dire parfaitement bien maîtriser nos fondamentaux que sont l'écriture, la lecture et la compréhension du français, et puis les mathématiques. Et les mathématiques que nous proposons, le programme jusqu'en classe de terminale, y compris pour ceux qui sont dans ce qu'on appelle les spécialités, ce sont des mathématiques de base, elles devraient être accessibles à tous. Et nous avons ce travers en France de penser que les mathématiques sont réservées à quelques-uns, ce qui est une erreur totale. Les maths que nous proposons, et tout le monde y a accès, tous les autres pays autour de nous le prouvent, jusqu'en Asie où nous sommes. Donc il fallait élever le niveau, c'est indispensable. Remettre de l'ordre, ben oui, ben c'est par exemple restaurer l'autorité statutaire de l'enseignant. L'enseignant doit être respecté pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Juste parce que c'est madame ou monsieur le professeur, il doit être respecté. Et là, il y a tout un travail à faire. Des chercheurs ont travaillé sur le sujet. J'avais préparé des groupes de travail pour pouvoir, dans ce premier semestre qui allait de janvier à juin 2025, réfléchir ensemble, avoir des remontées de terrain et construire ensemble une approche des méthodes pour essayer de construire avec les parents d'élèves, avec les syndicats représentant nos professeurs évidemment, restaurer le respect du statut de l'enseignant. Et puis, remettre de l'humain. Moi, j'ai trouvé que nos professeurs, dans l'ensemble de la hiérarchie, on ne les remercie pas suffisamment. C'est un métier difficile. Ce sont des gens tout à fait remarquables, engagés, loyaux, qui ont envie que leurs élèves réussissent. Il faut se poser la question de savoir si leurs élèves ne réussissent pas, est-ce qu'on leur donne les moyens, en tant qu'enseignants, de pouvoir réussir correctement. Il faut aussi leur parler correctement. Et puis, c'est communiquer aussi avec l'extérieur de l'institution. Moi, j'ai intercepté un courrier qui était écrit par un directeur d'académie à un maire. Ce courrier était inacceptable. Il était froid, il était juridique, il était comminatoire. L'éducation nationale a besoin de parler avec les maires. C'est ensemble que nous allons décider s'il faut ouvrir ou fermer une classe, ouvrir ou fermer une école même, ou un collège, ou un lycée, pour les départements et pour les régions. Donc, j'entends qu'ils aient besoin de se couvrir sur le plan juridique et que le courrier doit être bordé sur le plan juridique. Mais je leur ai dit, je ne veux plus jamais voir ce courrier-là. On va remettre de l'humain. Votre courrier juridique, votre phrase juridique, vous allez la mettre en renvoi en bas de page, en italique, en caractère 8, comme ça vous serez bordé. Mais votre courrier, il sera rond, il sera agréable, il sera bienveillant, il aura des phrases courtes que tout le monde comprend et il sera aimable. C'est ça que j'appelle remettre de l'humain. C'est se parler avec bienveillance. Je vais revenir sur la première priorité qui était élever le niveau des élèves. Vous avez été ministre 4 mois. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous avez déjà des retours de résultats concrets observés concernant justement l'élévation du niveau des élèves? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on met en place une réforme pour tenter de corriger un comportement et améliorer le niveau des élèves, le résultat se mesure à l'aune d'une scolarité tout entière, hein, c'est 13 ans. Donc, mais néanmoins, un certain nombre de réformes ont été mises en place. Par exemple, je veux évoquer le dédoublement des classes de grande section CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. Et là, ceux qui avaient mis en place cette réforme avaient dit qu'il faudrait 10 ans pour en voir le résultat. En gros, les premiers élèves qui ont été concernés en CP, c'était la rentrée scolaire de 2017. C'est seulement à partir de 2027 qu'on en verrait le résultat, c'est-à-dire à peu près à la fin du collège. Donc, on n'en est pas encore au-delà. Néanmoins, sur des évaluations que nous avons eues cette année à la rentrée de septembre, nous avons pu commencer à voir des résultats, un frémissement, ou sur certains fondamentaux, en lecture, en compréhension, en résultats mathématiques, il y avait des améliorations, puisque ce sont des élèves qui aujourd'hui sont en sixième ou en quatrième. Un autre exemple, les fameux groupes, là c'est un peu plus court, de besoins qui ont été mis en place, c'est faire des cours de français et des mathématiques avec de plus petits effectifs en classe de sixième et cinquième. Ça a été mis en place seulement à partir de cette année, donc c'est tout frais. Eh bien, notre recteur à Mayotte
dans le catastrophe qu'il était en train de vivre au mois de décembre. Je l'avais tous les jours au téléphone. Il m'a dit, Madame la ministre, s'il y a au moins une bonne nouvelle dans ce cataclysme que nous vivons, c'est que j'ai vu mes élèves de sixième et cinquième progresser en maths avec les groupes de besoins. Vous êtes député des Français de l'étranger depuis 2017. Comment est-ce que cette expérience vous a influencé dans les actions en tant que ministre de l'Éducation nationale? Mon expérience à l'étranger me donne une vision beaucoup plus ouverte et j'ai tenu tout de suite, en prenant mes fonctions, à avoir auprès de moi un conseiller diplomatique. Moi, ce que j'ai apporté, c'est que en ayant eu la chance de côtoyer nos écoles françaises à l'étranger, dont beaucoup bénéficient de nos professeurs titulaires formés en France, rompus à l'exercice de l'éducation à la française, avec, nous le voyons dans nos écoles à l'étranger, des résultats remarquables. Alors, certains me diront, ah oui, mais le milieu social n'est pas tout à fait le même. Oui et non. Nous n'avons pas que des CSP+, comme dirait l'INSEE, dans nos écoles françaises à l'étranger. C'est faux. En revanche, il y a peut-être des moyens supplémentaires, un engagement supplémentaire, une organisation différente. Il y a souvent une cohésion dans nos écoles qui est mise en place dans les équipes éducatives beaucoup plus proches. Et puis, nous avons des succès. Dans nos écoles à l'étranger, on n'a que la filière générale. On n'a pas la filière technologique. Et pourtant, on a des élèves qui, de par leurs résultats ou leurs appétences, relèveraient plutôt d'une filière technologique, voire professionnelle. Comment les accompagner malgré tout? Et j'ai vu des résultats spectaculaires de nos professeurs qui parvenaient à amener et à faire avancer dans la filière générale, dans nos filières générales, des élèves qui n'iraient peut-être pas trouvé leur place en France ailleurs. Et c'est ça que j'ai voulu dire, et très vite j'ai voulu dire, allons aussi regarder les expériences que nous avons à l'étranger. Je n'ai hélas pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de cette démarche, mais je voulais vraiment dire, et j'ai dit à nos professeurs, je sais que vous savez faire. Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques que vous avez lancées pour justement les enfants français vivant à l'étranger? J'ai pu transmettre des idées. Par exemple, cette école dans laquelle j'ai vu que ils avaient créé une classe qu'on appelait une classe bonus. Cette classe bonus, c'est dans laquelle il y a un enseignant toute la journée, dans laquelle un élève qui se trouve en grande tension dans sa salle de classe, c'était dans une école française, peut à tout moment sortir de sa classe, à la demande de son professeur, et rejoindre cette classe bonus pour quelque part retrouver un niveau de calme, d'apaisement qu'il n'arrivait pas à trouver dans son groupe classe. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup parlé de ce dispositif en disant voilà ce qui se fait. Ce que j'ai pu avoir le temps de faire, et ça j'en suis très fière, c'est pour notre réseau de professeurs à l'étranger, ceux qui sont détachés dans nos écoles et qui, vous savez, depuis une réforme de 2019, je crois, ont le droit d'être détachés à l'étranger pour 2 fois 3 ans. Or, le Covid est passé par là. Il y a des pays dans lesquels nous savons qu'il est aujourd'hui très difficile de recruter. Les viviers de professeurs se sont vraiment rétrécis considérablement. Et donc, il était important de peut-être revoir ce dispositif et permettre à certains établissements scolaires d'offrir une dérogation pour un professeur qui va arriver là en septembre 2025 au terme de ses 2 fois 3 ans et lui donner la possibilité de refaire 3 ans. Et donc, il sera possible de renouveler à nouveau d'année en année. Je tenais à le faire parce que nous avons besoin d'enseignants compétents qui sont dans une dynamique de réussite pour nos élèves. Et il faut pouvoir ne pas briser ces élans dans un contexte de recrutement qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Donc, je suis très fière de l'avoir fait, mais je voudrais ajouter une petite précision. Attention, et j'ai eu encore un cas qui m'a été remonté cette semaine. J'ai présenté ce dispositif à ma successeur, Madame Borne. Attention, car l'institution Éducation nationale, je le dis en toute transparence, n'était pas très favorable à ma demande. Et donc, je veux informer tous nos professeurs, cette dérogation existe, elle est possible, elle s'accompagne également d'une valorisation des acquis d'expérience, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que lorsque nos professeurs détachés reviennent en France, ils soient traités correctement et que leur expérience à l'étranger soit prise en compte. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Et voilà, je veux leur dire, saisissez-vous de ce dispositif. Et vous ne pouvez pas accepter qu'une réponse à une demande de dérogation soit les textes disent que ça n'est pas possible. Concernant justement Elisabeth Borne, vous venez d'en parler, qui vous a succédé, est-ce que vous allez lui apporter de façon régulière vos conseils sur le réseau de l'AEFE? Je suis à sa disposition, elle le sait, je peux l'aider sur ce chemin et je n'hésiterai jamais à revenir vers elle chaque fois qu'une mesure devra être prise ou qu'une alerte sera être portée. Je serai extrêmement vigilante à porter ceci à sa connaissance, d'autant plus que Madame Borne a choisi de ne pas avoir de conseiller diplomatique. Je le regrette infiniment. Et donc, je serai son lanceur d'alerte à chaque fois que cela sera nécessaire. Merci beaucoup, Anne Genté, d'avoir accepté de faire ce bilan. Merci, Katia Martin. C'était lesfrançais.press.